Donc, je vais essayer de vulgariser un truc qui n'est pas hyper passionnant, qui est la question des modèles socio-économiques des colos. Je précise un peu rapidement ce que c'est qu'un modèle socio-économique. Un modèle social-économique, c'est un outil qui permet de mettre normalement en adéquation ce qu'on est et ce qu'on veut essayer de faire d'un point de vue social et économique. C'est une manière de s'organiser qui dit comment on vit, de quoi on vit, comment on gagne de l'argent, comment on en perd, comment on en dépense, et comment on s'organise humainement pour que nos idées, nos envies de faire, soient en phase avec le monde environnant et le monde économique et social environnant. Le terme social, il ne veut pas dire social au sens travail social, je m'occupe des pauvres, il veut dire les relations entre les personnes dans l'ensemble de la société. Okay ? Donc ça, c'est un modèle socio-économique. Et c'est ça qu'on va regarder sur comment les colos, elles se sont organisées pour vivre et pour survivre et perdurer au cours de, grosso modo, un siècle et demi d'existence, puisque je rappelle que les colos sont officiellement nés à la fin du 19e siècle sur l'initiative d'un pasteur suisse qui s'appelle Bion et qui a inventé... ça, c'est l'histoire, en fait, j'ai envie de dire, c'est la légende, hein, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est toujours comme ça, les légendes, les histoires, c'est toujours un peu écrites. Il a d'abord inventé des séjours familiaux. C'est-à-dire que son idée, c'était de prendre des enfants des villes, ouvrières, sales, etc., problématiques, avec des risques, des dangers, et il les a emmenés dans les montagnes suisses, et il les a placés dans des familles, pour que ces enfants respirent le bon air de la campagne, et de l'altitude, qu'ils soient bien éduqués par les gens de la ruralité, parce que la vraie éducation, elle était dans la ruralité. Il les réunissait, donc ils dormaient dans les maisons, il les réunissait tous les jours pour faire des jeux, pour se rencontrer, il les renvoyait pour dormir et manger dans les familles, et ensuite la colo durait 6 semaines, et ils redescendaient à la ville pour être revigorés, et reprêts à vivre comme enfants des villes. Ça, c'est la légende. En fait, les colos, elles existent depuis avant. Il y a des voyages scolaires, il y a une série de gens qui ont pris des groupes d'enfants pour les emmener découvrir plein de choses, etc., etc. Donc, c'est bien avant ça, mais on date à ce moment. Pourquoi on dit que ça date à ce moment-là ? C'est qu'à partir de cette invention dite de Bion, en fait, il y a des bouquins qui vont être écrits sur le sujet, et l'ensemble des courants de pensée des sociétés européennes de l'époque vont se saisir de cet objet, prendre des enfants, les sortir de leur milieu familial, les mettre en groupe et leur permettre de faire quelque chose. Et c'est comme ça que naissent les colos, fin 19e, et ils vont se généraliser en France très rapidement, dès la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e. Les deux principaux courants de pensée qui vont faire des colos, c'est en France les protestants et ensuite les laïcs, notamment à partir de l'école publique, puisque les premières colos françaises, elles sont adossées aux caisses des écoles. Les caisses des écoles, c'était des associations qui récupéraient de l'argent permettant de faire vivre des projets éducatifs à l'intérieur de l'école publique. Et les gens ont pris, les gens qui tenaient les caisses des écoles ont très vite, pendant les vacances, créé des groupes d'enfants pour les emmener à la campagne, dans les écoles de la campagne qui étaient vides des élèves, pour leur permettre de découvrir la vraie vie de la campagne, de la vraie France profonde, etc., etc., où c'est là qu'on apprenait les bonnes choses. On allait coloniser les enfants de la bonne morale rurale française, on allait les faire revenir en ville avec la bonne colonie récupérée des bonnes valeurs de la France pour qu'eux-mêmes colonisent leurs parents des bonnes valeurs de la France rurale de l'époque. Quand je dis qu'une colonie de vacances, c'est avant tout une colonie, c'est bien ça l'histoire de l'objet. Et ça perdure depuis 150 ans. Alors ça perdure pas au hasard, parce qu'il y a quelques éléments d'un modèle économique qui ont des conséquences encore aujourd'hui. Premier élément, la colo est d'initiative privée. Il n'y a pas, au départ, de colo publique. Ça n'existe pas. C'est l'initiative privée, ça a toujours été de l'initiative privée, et c'est encore le cas aujourd'hui. Eva Soleil, initiative privée. C'est pas du tout une initiative publique. Deuxième élément, c'est de la charité. Donc, la colo vit par les subsides qui lui sont donnés
par toute une série de gens. Donc on parlait tout à l'heure des timbres de la JPA, c'était un des subsides qui permettait de financer. Mais ça fonctionne par, quand on est dans une église, par les dons, la quête ou les dons que donnaient les fidèles pour les associations. Ça fonctionne par toute une série de mécènes qui vont donner de l'argent ou qui vont donner des lieux et mettre des lieux à disposition permettant d'organiser des colos. Et ça passe par des gens qui donnent du temps pour faire des colos, donc du bénévolat. Toutes les colos, dès l'origine, fonctionnent sur base privée associative, charitable et bénévolat. C'est l'histoire des colos, ça naît comme ça continue comme ça. Même chose sur le centre de loisirs, qu'on appelait à l'époque patronage. Donc ça, c'est quand même un élément qu'il faut avoir sur la naissance des colos. Et le deuxième élément qu'il faut avoir sur l'histoire, sans remonter trop loin, 1936, Front populaire, première politique publique sur la question des loisirs enfantins. Et donc le gouvernement du Front populaire, en premier lieu, donc deux acteurs majeurs, Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, et Léo Lagrange, secrétaire d'État à la santé, vont mettre en place des colos pour que les enfants soient en bonne santé et que la colo soit un outil de santé. C'est pour ça que les colos sont en bord de mer et à la montagne. À la montagne pour le bon air et à la mer pour faire des bains de mer, puisque le bain de mer était un outil de santé publique. Mettre son cul dans l'eau froide faisait du bien. C'était ça le concept. C'est le concept de la cure thermale, c'est le même concept. Donc ça, c'est une politique publique. Donc c'est là où on commence à avoir un investissement. Donc il n'y a pas vraiment de secrétariat d'État à la jeunesse, etc., etc. Le premier secrétariat d'État à la jeunesse, c'est Pétain. Le premier agrément GEP donné à une association, les Scouts et Guides de France, 1943 à Alger, par un maréchal de l'État français, pétainiste. Je rappelle le concept. Donc, politique publique. Quand je dis ça, ça veut dire que entre le début du XXe siècle et le Front populaire, l'ensemble des courants de pensée vont s'organiser en fédération d'éducation populaire. Toutes celles que vous connaissez, l'UFCV, la Ligue de l'enseignement, les Scouts et Guides de France, qui s'appelait le scoutisme français de manière plus générale, sont les fédérations de base qui vont s'inventer, se construire et qui vont organiser par le fédéralisme, c'est-à-dire plein de petites associations partout en France, plein, qui vont adhérer à ces grosses fédérations et qui vont fonctionner. Donc ça veut dire que le champ des colos, le modèle socio-économique de l'époque, une petite association locale, bénévole, qui fonctionne sur de la charité, qui a souvent reçu en don, en prêt, en ce qu'on veut, un bâtiment, qui permet d'aller faire une colo, et qui permet d'emmener des enfants, un groupe d'enfants, et de le mettre au grand air. L'alimentation, c'est le don des agriculteurs, le personnel de santé, ou le personnel médical, ou le personnel d'animation, ou le personnel de ménage, c'est des copains, des amis, des bénévoles, la femme du donateur, etc., etc. C'est comme ça que ça s'organise. Mais ça reste, à partir de 1936, cette organisation-là, elle reste, les associations sont organisées, beaucoup de curés et de pasteurs s'investissent là-dedans. Je rappelle quand même 1905, loi de séparation des églises et de l'État. Et donc, que pour les églises, il est absolument fondamental d'avoir des acteurs éducatifs permettant de transmettre l'enseignement religieux, puisqu'il ne se fait plus à l'école. C'est comme ça que l'UFCV est créé, et que l'UFCV, c'est la Fédération des colonies de vacances catholiques, et que c'est tout plein de petites associations partout. Donc le modèle éco, c'est ça, une petite asso bénévole, avec des gens qui passent du temps, voilà. Quelques subsides de l'État vont arriver à partir de 1936, notamment sur l'entretien des bâtiments, permettre de le mettre aux normes. Alors c'est marrant, quand vous prenez la presse de 1936, vous voyez des pétitions des organisateurs de colos qui disent que ça ne sert à rien de faire des toilettes à l'intérieur, qu'un toilette pour douche, ça va coûter beaucoup trop cher, que c'est absolument anormal, qu'une douche de temps en temps, ça suffit, de quel droit on se permet d'aller dire que c'est comme ça qu'il faut qu'on éduque les enfants, que toutes ces normes sanitaires, ça va tuer les colos. Tout ça est en 1936. Vous prenez les mêmes trucs, vous les mettez aujourd'hui, c'est exactement le même discours. Mais c'est ça qu'il faut avoir en tête, petit assaut. Donc, il y a des dizaines, des centaines de milliers d'Eva Soleil dans toute la France à cette époque-là.
la guerre passe. 1945. Alors la guerre passe. Je rappelle quand même quelques faits d'armes des colos pendant la guerre. Pour ceux qui ne savent pas, la maison d'Isieux, qui a été une maison qui a protégé des enfants juifs, était une colonie de vacances. Et les gens qui ont protégé les enfants d'Isieux, le temps qu'ils ont pu, sont des gens qui étaient des militants des colonies de vacances et qui ont pris des enfants juifs, les ont déclarés comme des enfants non juifs, les ont protégés à l'intérieur de cette structure-là, parce qu'elles étaient en colonie de vacances. Et les militants des colos, pour beaucoup d'entre eux, il y a la maison de Sèvres qui a fait la même chose, il y a plusieurs colos, sont des militants qui ont été antifascistes, protecteurs des enfants juifs, etc. etc. Une série d'endroits comme ça, Chambon-sur-Lignon, enfin voilà. C'est aussi l'histoire des colos. Les grands mouvements d'éducation populaire vont se mettre quand même beaucoup en retrait. Ils vont quand même tous continuer à tourner plus ou moins avec l'État français, plus ou moins pas. Les cathos, plus ou moins un peu plus que les laïcs. Enfin voilà, mais ils ont tous été dedans. Tout le monde dit il s'est rien passé pendant la guerre. Si, les CMR ont fait des stages, l'UFCV a fait des stages de formation de moniteurs. Enfin tout ça a fonctionné. Mais je passe tout de suite à l'après-guerre pour aller vite sur ce qu'on a aujourd'hui. Au moment où la guerre est passée, l'État, donc là on est sur l'État gaulliste et le Conseil national de la résistance, va voir qu'il y a toute une série d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes, sans parents, dénutris pour beaucoup d'entre eux, et la colo va être utilisée comme levier de politique publique pour permettre aux enfants de se remplumer, de prendre du poids, de se renforcer, d'avoir des liens, de créer de la structure de lien social entre les gens. Et là, encore une fois, on va ressortir ce qui existait antérieurement pour dire on va utiliser ça. Et la colo fait partie de ces outils-là, colo et patronage. C'est les deux en même temps qui vont fonctionner. Donc les patronages, c'est les centres de loisirs, écoles publiques laïques, les cathos, enseignement privé et colonies de vacances, les protestants, le même registre. On a le même paysage. Et dans chaque fédération d'éducation populaire va avoir une antenne colo, une antenne centre de loisirs, sauf la Ligue qui ne veut pas faire des centres de loisirs parce qu'elle n'est pas d'accord et qu'elle va créer les Francas. C'est de là que viennent les Francas. Et donc, on va avoir le même type de modèle, plein de petites associations partout, bénévoles, qui vont faire des colos. Et c'est de la charité. Deux acteurs vont rentrer très vite en jeu, les communes, donc les fameuses colos communales, notamment portées par le socialisme et le communisme municipal, mais pas que. Il y a aussi toute une partie des acteurs des mairies de droite, notamment catholiques, qui vont porter ce mouvement-là et qui vont aussi avoir des colos à vocation municipale. Donc les municipalités font des colos. Et là, on rentre dans le domaine de la colo publique. Et ils fonctionnent avec des personnels qui sont détachés de leur activité municipale sur l'été pour s'occuper des gamins en colo. En l'occurrence, c'est pas des animateurs, hein, c'est des personnels techniques, des jardiniers, enfin c'est n'importe quoi qui veut encadrer des enfants pendant cette période-là. Deuxième acteur, les comités d'entreprise. Gros acteurs des colos. Comité d'entreprise qui a vocation, avec les évolutions et du droit du travail et des droits des salariés, à aider, d'un point de vue culturel, éducatif, les salariés des entreprises. Et on est dans les 30 Glorieuses, juste à l'après-guerre, et les entreprises vont développer les comités d'entreprise, et vous allez voir fleurir toute une série de colonies de vacances adossées à de très grosses entreprises, Peugeot, les banques, la SNCF, etc. Donc entreprises publiques, privées, tout le monde y va, et tout le monde fait des colos. Notamment parce que la colo permet aux enfants de partir en vacances, de montrer une belle image de la société, et donc ça renforce ce point. Dans les CE, c'est comme dans les communes, c'est des salariés, au moment où on ferme les entreprises, notamment en juillet-août, ou en partie juillet-août, on ferme les entreprises où il y a des gens qui ne servent moins, la production est moins importante, et on donne à des salariés la possibilité d'aller travailler dans les colos à la place de leur action. Donc on est quand même dans un truc où la colo n'est pas un produit marchand. On est sur un produit, une offre de loisirs où personne ne gagne de l'argent. Il n'y a pas de salariés, c'est bénévole, les familles payent, mais en gros elles payent un peu l'hébergement et un peu les repas, et c'est tout.
Les activités sont jamais payantes. On va se baigner dans la pâture, on fait des grands jeux, on fait des nuits à la belle étoile. Voilà, le modèle, c'est ça. Le bâti est rustique, grand dortoir ou semi-grand dortoir, des douches dans des box où il y a un peu d'eau chaude, mais pas toujours, des grands lavabos, des grands dortoirs, on fait des grosses bouffes et on y va, quoi. La colo, c'est ça. La bascule, elle est dans les années 80. Jusqu'aux années 80, on reste grosso modo sous ce modèle-là. Le seul élément qui va apporter, c'est que on va faire des régimes dérogatoires permettant d'indemniser les animateurs. Les personnels techniques municipaux sont payés par la commune, les personnels techniques des CE sont payés par l'entreprise, les personnels techniques des associations sont des bénévoles. Et on va indemniser quand même un peu les animateurs parce que on considère que c'est quand même eux qui sont la cheville ouvrière et que on lit des textes dans les années 60, oui, il n'y a plus personne qui veut être animateur, le métier est trop dur, c'est la crise de le recrutement et de l'engagement, qui paye les formations de moniteurs, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc on crée un régime dérogatoire qui s'appelleront les annexes 24 de la Convention collective de l'animation, qui permettait de payer au black en liquide les animateurs sans rien, sans déclaration, sans... on a connu ça, le petit chèque à la fin de la colo. Il n'y avait pas de charge, c'était du black officiel. Voilà. C'est comme ça que ça marchait. On donnait ce qu'on voulait. Pas de minimum. Voilà. Alors il y avait les cathos qui faisaient de la charité, il y avait les laïcs qui disaient non mais quand même, pas trop les payer quand même. Parce que moi, quand j'ai fait ça, j'étais bénévole, donc on va pas trop les payer. Vous êtes accro, voilà. C'était la seule évolution. Les années 80 vont être une bascule majeure. Je rappelle, pour les gens qui n'ont pas connu le XXe siècle, soit la grande majorité de cette salle. 1981, élection de François Mitterrand. François Mitterrand est élu, c'est le siècle dernier. François Mitterrand est élu appuyé avec moult engagements par le monde associatif et notamment les fédérations d'éducation populaire. L'ensemble des dirigeants des fédérations d'éducation populaire vont basculer dans les cabinets ministériels de la gauche au pouvoir. Je rappelle, gauche au pouvoir, c'est PC et PS. Il y a des ministres du Parti communiste et des ministres du Parti socialiste dans l'élection de Mitterrand. Et donc ces gens vont basculer dans les ministères et le lien politique, monde associatif, etc. est quand même très très flou. Tout le monde se parle, tout le monde se connaît, tout le monde milite. Les gens qui ont fait la campagne pour François Mitterrand, c'est beaucoup de gens issus du monde de l'éducation populaire qui ont porté en fait la gauche au pouvoir. Ces gens vont rentrer là et malheureusement, 83, tournant de la rigueur, la gauche au pouvoir pensait qu'elle allait pouvoir dépenser des fortunes en argent public, et puis les caisses se sont vidées, et on liquide Pierre Mauroy, on met un autre Premier ministre, et on dit, maintenant on serre la vis, on arrête de financer le monde associatif, on arrête de financer... voilà. Toute ressemblance avec ce qui se passe actuellement est évidemment fortuite. Et qu'est-ce que dit la gauche au pouvoir aux associations qui l'ont porté au pouvoir? On va arrêter de vous filer des subs, vous devez vous adapter au monde qui est le nôtre, celui qui est actuel. Alors je rappelle qu'aux États-Unis c'est Ronald Reagan le président et en Angleterre c'est Margaret Thatcher. C'est le libéralisme, c'est la fin des 30 Glorieuses, c'est l'entrée dans l'économie marchande complète et libérale, donc avec des marchés financiers. Et ils vont dire aux associations, on arrête de vous payer, donc si vous voulez gagner de l'argent, il faut vendre quelque chose. Et les assos vont toutes regarder ce qu'il y a dans leur catalogue d'exercices, ce qui est vendable. Et qu'est-ce qui est formidablement vendable? Les colonies de vacances. C'est un produit marchand et marchandisable. Puisque de toute manière, rappelons-nous, début du XXe siècle, naissance de l'industrie touristique. L'industrie touristique naît de la capacité à un certain type de population d'avoir accès à un certain type de lieux pour ne rien y faire. C'est comme ça qu'on crée Bayonne, etc. C'est ça l'industrie touristique. C'est acheter du temps où on ne fait rien. D'abord accessible exclusivement à la noblesse et à la bourgeoisie, accessible secondairement aux classes défavorisées par le Front populaire, mais uniquement dans des lieux du tourisme social, certainement pas dans les lieux du pas tourisme social. Pareil, toute ressemblance avec ce qui se passe aujourd'hui est évidemment fortuite.
Et évidemment, la colonie de vacances est implantée dans les mêmes zones touristiques et est implantée permettant de faire des voyages, permettant à des enfants de partir. Et donc, toutes les fédérations d'éducation populaire, tous les mouvements, scoutisme inclus, vont vendre du séjour. On bascule d'un produit petite association bénévole qui fonctionne avec des bonnes âmes, etc., à un produit qui va être marketé. Et à partir des années 80, l'UFCV, par exemple, en 83 ou 82, elle crée une agence de voyage pour enfants pour vendre. Bon, autant vous dire que c'est un échec, un an après, il liquide, et ça a d'ailleurs failli coûter la peau à l'UFCV parce qu'ils avaient mal pensé leur modèle économique, puisque ils avaient mal organisé le truc de telle manière que, comme ils débarquaient dans les systèmes, normalement, dans le monde d'entreprise, on crée des succursales pour que le jour où la succursale foire, on coupe la succursale, mais la tête de truc reste vivante. Et que la grosse tête n'ait pas à renflouer la succursale. Eux, ils avaient fonctionné avec une union, donc ça marchait pas. La grosse tête, elle était responsable de la faillite. Donc ils ont failli mourir. Mais ils ont créé une agence de voyage pour enfants. C'est ça qu'ils ont créé. Parce qu'il fallait vendre. Et donc tout le produit, alors on revoit, si vous allez sur YouTube, on trouve des films promotionnels pour les séjours de la Ligue de l'enseignement en 86. Je dis la Ligue de l'enseignement comme je dirais tous les autres, ils ont tous fait la même chose. Où on vous présente, c'est le Club Med. Alors, on est à la base de loisirs de Champs-sur-Marne ou un truc qui n'est pas du tout vendeur, mais on vous montre le soleil, les bateaux, les animateurs en short qui courent, qui sont sexy, avec la guitare, les feux de camp. Le truc, la colo, c'est le Club Med. D'ailleurs, on lit des textes pédagogiques de l'époque où on dit le modèle pédagogique de l'époque, ça va être le Club Med. Au moment où Mitterrand arrive au pouvoir, 81, je rappelle que la gauche arrivant au pouvoir, elle pensait qu'elle allait juste en arrivant au pouvoir régler le problème des banlieues. Le problème, marche pour l'égalité, les populations immigrées des quartiers vont marcher sur Paris, vont foutre le feu à Vaux-en-Velin, et là, la gauche qui panique, qui dit « Ah là là, mais pourquoi ils font ça? C'est nous qui sommes au pouvoir quand même, là ils claquent des genoux. » Ils vont mettre en place une politique publique qui s'appelle les opérations prévention été, pour prévenir qu'en fait, il fallait que les gens soient occupés pour qu'ils foutent pas le feu dans les quartiers. Et à la tête de ce truc-là, donc il y a une activité éducative, ils font des colos en fait. Ils vont faire des colos du centre de loisirs dans les quartiers. Ils vont mettre le mec qui a créé le Club Med, dont j'ai oublié le nom, Trigano. Trigano est dans la commission qui va travailler sur la création des opérations été chaud. Donc on voit bien que le modèle, c'est celui-là. Le modèle, c'est bien le tourisme. Et à partir de ce moment-là, le modèle économique des colos, ça va être de regarder le produit et d'en faire un objet qui va être vendable. Et tout le monde fait ça. Et tout le monde continue à faire ça aujourd'hui. Alors les outils qui permettent de voir qu'on fait toujours ça, c'est simple. Le produit, il est vendable si on l'achète facilement. Donc on fait des catalogues. Si il est visible, donc on fait de la pub. On vend quelque chose qu'on est sûr de pouvoir assurer, donc de la presta. Vous pouvez pas vendre, peut-être lundi après-midi on fera un grand jeu. C'est pas vendable ça, peut-être lundi après-midi on fera un grand jeu. Par contre, dire, vous aurez 4 séances de ski, hyper vendable. Il faut vendre, donc on y met de l'argent pour vendre, donc on crée des postes de commercial. Et on va non plus construire un séjour, on va produire un séjour. Donc vous avez des producteurs de séjours. Les gens qui pensent les séjours sur le catalogue de Vacances pour tous s'appellent des producteurs de séjours. Donc on market, on met sur catalogue, tout ça coûte de l'argent. Le coût augmente automatiquement, puisqu'il faut sortir des catalogues, payer des commerciaux, faire de l'activité payante, augmenter la qualité d'hébergement. Le grand dortoir avec 15 gamins en randonnée, c'est plus vendable, donc on va couper les dortoirs, on va mettre des douches qui vont être chauffées à l'intérieur des bâtiments et puis à l'extérieur ou plus dans des halls de gare. On va mettre des toilettes individuelles ou des toilettes qui sont plus beaux avec des portes... encore avec le jour en haut et le jour en bas, mais un peu plus sympathique, avec moins de poussoirs, mais des chasses d'eau, etc. On va faire ça. Et ça augmente. Ça reste du modèle associatif, mais on a basculé complètement dans un modèle marchand où tout ça relève de l'argent, les commerciaux ils se payent, c'est des salariés, et il reste une variable d'ajustement qui sont
les personnels éducatifs, qui continuaient à être payés sur les annexes 24 de la Convention de l'animation, voilà, de manière en te filant un bifton, un bout de chèque, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça reste du modèle associatif, ça reste plein de petites associations, elles ont des bâtiments de colo qui existent, elles ont des lieux qui sont reconnus, ça fonctionne, voilà. Et avec ceux qui vont basculer et qui vont devenir investir, dépenser de l'argent, et ceux qui vont refuser ce choix, souvent par conservatisme, et qui vont dire nous on reste bénévoles. Et donc on a deux modèles socio-économiques qu'on voit apparaître. Les associations qui vont développer du tourisme et sur lequel, pour pouvoir financer les gros volumes, l'hébergement, le machin, pour devenir de plus en plus gros, et il faudra faire rentrer de plus en plus d'enfants. Ils vont calculer les seuils de rentabilité, combien d'enfants doivent partir tous les étés pour être rentables, puisque votre salarié, il faut le payer toute l'année. Donc il faut rentrer de l'argent l'été. On va développer des secteurs qui n'existaient pas, les vacances sur la Toussaint, les vacances de Noël, les vacances sur les périodes de Pâques. On va développer toute cette partie d'éléments-là. On va inventer des nouveaux publics. Les vacances adaptées. On invente les vacances adaptées parce que le nombre d'enfants en colo diminue et parce qu'en fait c'est de plus en plus cher, qu'il y a de moins en moins d'aides de l'État. En fait, il n'y en avait pas beaucoup déjà avant des aides de l'État, donc voilà. Mais le prix augmente, donc le volume de ce qu'on donne fait que ça aura donc moins d'enfants. Et pour maintenir les niveaux de remplissage, on va inventer des dispositifs à côté de vacances adaptées. Surtout pas dedans. Parce que dedans, c'est pas vendable. J'ai vu. Donc, ça, c'est un des modèles, l'associatif, qui va, pour se soutenir, en fait, grossir, parfois fusionner, pour avoir un seuil. Et puis, il va rester tous les bénévoles. Et il y a une quantité dans les années 80-90 d'assauts bénévoles qui ont des lieux et qui ont refusé catégoriquement de rentrer dans la dynamique marchande. Et qui ont continué à faire de la colo classique. Les années 90 arrivent, la libéralisation continue, et on ouvre l'activité colo aux entreprises. Donc on ouvre des sociétés privées, qui ne sont plus des associations, deviennent organisateurs de colo. Alors c'est très faible même encore aujourd'hui, c'est moins de 10% des organisateurs sont des entreprises. On focalise beaucoup sur ça, mais en fait le monde de l'entreprise, dans les colos, c'est pas tellement les organisateurs qui sont entreprises. C'est qu'on a pris des modèles de l'entreprise qu'on a appliqués au monde associatif. Donc vous avez des associations qui sont des associations et des conseils d'administration, mais qui ont les mêmes outils que le monde d'entreprise et les mêmes modes de management que l'entreprise. C'est surtout ça qu'on retrouve. Mais et donc concurrence, puisque c'est le seul moyen de réguler un marché, c'est la concurrence. Pendant très longtemps, le mode de moyen de régulation du départ en colo, c'était de où je suis. Et vous alliez en colo, non pas parce que vous choisissiez une colo sur un catalogue ou vous avez envie d'aller faire un séjour Harry Potter, mais vous choisissiez votre colo parce que vous connaissiez le directeur, vous connaissiez l'animateur, et que c'était des gens qui étaient dans votre réseau familial. Réseau familial parce que vous y travaillez, au comité d'entreprise. Réseau familial parce que c'était votre réseau de socialisation, vous étiez chrétien, musulman, c'est votre communauté qui vous emmenait. Ou parce que vous étiez communiste, socialiste, militant, et vous emmeniez vos enfants dans les colos des gens que vous connaissiez. On régulait par la connaissance des gens. Aujourd'hui, on régule par la concurrence, et les gens choisissent à partir d'une activité donnée. Et donc, les années 90 vont rajouter de la dose de normes, on va augmenter les normes sur les bâtiments, notamment à partir d'un certain nombre d'incidents. Il y a eu, on a augmenté les normes sur les transports en commun à la suite de l'accident de Beaune dans les années 80. On a augmenté les niveaux de sécurité dans les bâtiments de colo à partir d'un incendie dans un centre équestre au col de l'Écheren, où il y a eu des enfants qui sont décédés. On a augmenté les normes, donc on augmente les normes des bâtiments. Les bâtiments doivent se mettre aux normes, notamment sur le SSI, le service, la sécurité incendie. Donc on augmente ça, et les petits qui sont bénévoles, en fait, n'ont pas les reins pour permettre de faire ces évolutions, parce que ça coûte extrêmement cher, et n'ont pas les moyens. C'est des bénévoles. Alors tant qu'il fallait mettre de la peinture et changer des portes ou faire de la robinetterie, ils savaient faire. Dès lors qu'il faut commencer à installer un SSI, en fait, il faut payer des boîtes. Sauf qu'un SSI, ça coûte 45 000 €. À l'époque, ça coûtait 200 000 francs. En fait, ils n'ont pas 200 000 francs à mettre. Donc, ils vont fermer. Ou ils vont fusionner avec un autre, qui va fusionner avec un autre, qui va fusionner avec un autre, jusqu'au moment où ils ferment. Ou à défaut, ce qu'ils vont faire,
ils vont dire, puisque la colo, c'est plus un lieu, un machin, mais du catalogue, on vend les bâtiments, on prend l'argent de la vente du bâtiment, et derrière, on va pouvoir réinvestir dans du catalogue, dans de la vente, etc., etc. Et donc là, on voit apparaître la disparition des acteurs bénévoles, sauf ceux qui vont résister parce qu'ils ont un peu de trésor, etc. L'apparition d'associations intermédiaires, des mi-gros, mi-petites, mais qui vont quand même faire de la vente sur catalogue, il y en a toute une série. Et puis, il reste les gros acteurs qui seront présents. Les comités d'entreprise vont vendre leur patrimoine, pareil, pour avoir des gains, et en se disant que c'est plus simple d'acheter des colonies à d'autres qui les font. Ce que vont faire les communes de la même manière, puisqu'il va y avoir des pertes l'argent qui rentre dans les communes va diminuer, donc ils vont vendre le patrimoine pour récupérer des gains et acheter de la colo. Et donc on voit un modèle économique qui se déplace, où le client, qui était tout au départ l'enfant et qu'il fallait donner envie de partir en colo, va devenir la collectivité ou le comité d'entreprise qui achète des places et qui va les revendre. Donc on crée des intermédiaires. Dès lors qu'on crée des intermédiaires, il faut baisser encore une fois les coûts. Ou on les augmente. Et donc on a un modèle qu'on va dessiner et qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez les tout petits, associations bénévoles, qui font une colo par an, ou un camp par an pour 20 gamins, qui sont du réseau, enfin voilà, ce qui reste des colos historiques, quoi. Avec du bénévolat, parfois un curé, parfois un instit, parfois un militant quelque part, qui fait essentiellement des trucs en camping. Il reste ça. Il reste, Eva Soleil, tous en colo, 1, 2 salariés, parce qu'on réduit les coûts pour pas avoir des trop grosses têtes, parce que sinon il faut avoir trop d'enfants, et si on a trop d'enfants, on peut pas vivre. Et qui vendent de la colo, c'est-à-dire que les subsides qui permettent à l'asso de vivre, c'est entre 80 et 100% de ce qui est vendu. Un peu de sub, mais très peu, parce qu'il n'y en a jamais eu beaucoup. Et ça, c'est les petits. Il y a les intermédiaires qui ont essayé, en fait, qui étaient d'abord petits, et puis à un moment donné, ils ont embauché 1 ou 2 salariés parce que ils avaient un peu de problème de logistique, donc il a fallu embaucher un logisticien, ou on a récupéré un bâtiment en gérance, donc il fallait quand même que quelqu'un puisse avoir la gestion de ce truc-là. Et eux, en fait, ils vont basculer de l'autre côté. C'est-à-dire, ils ont des salariés, ils ont de l'entretien de bâtiments, et en fait, ils vont devoir augmenter leur niveau de départ pour maintenir en fait les salaires des gens. Et donc, ils vont rentrer dans la logique qui est qu'il faut beaucoup d'enfants pour maintenir le modèle économique de la structure. Et plus vous augmentez, plus il vous faut de salariés, plus vous faut de salariés, plus vous augmentez, et puis vous montez. Alors ça marche pendant un moment, puis à un moment donné, ça se pète la gueule. Et des assos comme ça, il y en a plein qui ont monté beaucoup, c'est-à-dire dans les années 90-2000 qui sont montés, qui ont créé des trucs, il y avait énormément de monde, puis à un moment donné, qui se sont pété la gueule. Parce qu'en fait, il n'y avait plus assez d'enfants pour partir. Et puis il y a les très très gros, qui sont pas nombreux, objectivement, les très très gros, mais qui sont plutôt de la fusion de plein d'associations, ils en ont racheté plein d'autres. Et eux, en fait, ils vivent, eux par contre, massivement adossés à d'autres activités qui sont financées souvent par des dotations publiques. C'est le cas de l'UCPA, qui a une dotation qui rentre sur d'autres activités, et où l'activité colo, elle est minoritaire, mais c'est l'appel d'air permettant de faire connaître, en fait, c'est utilisé presque comme un produit d'appel, on dirait. C'est le produit d'appel pour ensuite ce qu'il y a derrière, quoi. Voilà. On fait un séjour, on a envie, etc. Et une fois qu'on a ce paysage-là, le produit colo, il va s'organiser et il va se segmenter, comme tout produit commerçant. Si vous n'avez pas d'argent, vous achetez une voiture d'occasion. Si vous commencez à avoir un peu d'argent, vous allez acheter une Dacia. Si vous avez plein de pognon, vous achetez une Mercedes. Les trois roulent. Voilà. Et en colo, c'est pareil. Il y a les colos de pauvres et les colos de riches. Et on ne fera pas de colo mixte parce que le riche ne veut pas aller en vacances avec les pauvres. C'est l'industrie touristique. Vous pouvez essayer, si vous n'avez pas de pognon d'aller à Courchevel, vous aurez du mal, c'est un peu cher. Même pour le placard à balai que vous allez louer, c'est un peu cher. Et c'est la même chose sur les colos. Et
le modèle économique des gros acteurs de colo, c'est de segmenter l'offre toujours un peu plus. Et pour segmenter l'offre, c'est extrêmement facile. Soit vous créez des filiales qui sont très claires. Il y a la filiale riche, la filiale pauvre. C'est ce que fait l'UCPA. Il y a une filiale pauvre, une filiale riche. Par exemple, les colos apprenantes, qui sont les colos de pauvres, de l'UCPA, sont sur une filiale. Et les colos de riches sont sur une autre. C'est pas les mêmes lieux, c'est pas les mêmes endroits, c'est pas les mêmes structures. Les animateurs qui postulent sont pas toujours informés de quel côté ils vont tomber. D'un côté, vous allez vous faire une colo exclusivement de gamins de l'ASE, et de l'autre côté, vous allez vous faire une colo exclusivement de gamins de riches. Voilà, c'est pas le même endroit. Donc, si vous êtes pauvre, vous irez faire du surf en Bretagne, nord. Si vous êtes dans la colo de riches, vous irez à Lacanau ou à Osgore. Plutôt Osgore, d'ailleurs. Ceux qui ne sont pas aussi gros que l'UCPA, ils vont segmenter l'offre. Ils vont donc à un catalogue sur lequel ils vont définir des publics. Et pour définir des publics, c'est très facile. On fait des thèmes. Si vous faites une colo équitation, vous saurez quel type de public vous avez. Si vous faites une colo danse hip-hop, vous savez quel type de public vous allez avoir. Si vous faites un séjour linguistique en Australie, vous aurez un type de public. Si vous faites un séjour linguistique tout anglais, mais le lieu est à Igny dans l'Essonne, vous aurez un autre type de public. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi on fait une colo tout anglais à Igny en Essonne. Mais en tout cas, il y a des gens qui achètent ça. Et donc, on segmente. Et en fonction de cette segmentation, les offres ne sont pas les mêmes, le coût sont évidemment pas les mêmes, l'encadrement n'est pas le même, le marché de l'emploi n'est pas le même. Vous n'avez pas les mêmes animateurs qui vont postuler sur la colo machin, je sais pas quoi, grand jeu tout public de la Ligue de l'enseignement dans l'Aveyron, et le séjour autogéré Brésil de je sais pas quel asso qui fait ça. Donc vous avez segmenté l'offre. Le séjour Brésil, il a énormément de marge, vendu très cher, et le séjour grand jeu Aveyron, et il a peu de marge. Tout a augmenté. L'hébergement, le transport, le salaire des têtes de réseau, là, des gens, des producteurs de séjour, de l'activité payante, parce que aujourd'hui, pour ceux qui essayent de recruter des SB, par exemple, vous savez que si vous ne faites pas une petite hausse de coût, en fait, vous n'avez pas de SB. Même se baigner coûte cher. Alors qu'en fait, les plages sont surveillées quand même, mais il faut quand même que vous ayez votre SB. Ça coûte cher. Vous ne pouvez plus mettre des gamins sur un kayak sur une rivière même plate sans avoir un brevet d'État. Vous ne pouvez pas faire d'équitation sans brevet d'État. Vous ne pouvez pas. Et il y a même des structures qui, pour aller visiter un musée, nous collent un animateur spécifique. Je sais pas, pour aller visiter ce musée, parce que c'est colo apprenante. Celui-là, il est payé. CDD obligatoire, pas de CE. Donc, tarif horaire, charge sociale, droit. Les seuls qui n'ont pas changé, c'est les animateurs. Le CE, c'est juste un remplacement de l'annexe 24 avec... C'est pas juste, en fait. Il y a des charges qui viennent s'y ajouter. 75 € la semaine. Je crois que c'était augmenté récemment, mais c'était 75 € la semaine. Donc on y met des charges, mais en même temps c'est des charges dont vous ne touchez pas la couleur parce que vous pouvez essayer d'aller vendre un CE à Pôle emploi pour toucher du chômage, vous allez galérer pendant un moment, je pense. Et il n'empêche que vous payez quand même. Mais votre salaire n'a pas augmenté. Et donc les coûts continuent à augmenter parce qu'on est passé du catalogue au site internet. Du site internet, il faut embaucher un community manager qui va faire la pute sur Instagram. Il va falloir que payer USO. Ah bah oui, et puis payer les assurances, payer les bâtis, payer la location du machin, payer. Donc le coût de la colo, il augmente. Et les seuls qui sont jamais augmentés depuis 40 ans, les animateurs. 2,2 fois le SMIC pour 12 heures de travail, 6 jours par semaine. Le modèle économique, c'est celui-là. Alors, je précise un élément qui explique pourquoi les animateurs n'ont jamais été augmentés. D'abord, c'est la variable d'ajustement de tout ce bordel.
structurellement, dans l'animation volontaire, puisque c'est de l'animation volontaire, il n'y a pas d'organisation représentative des salariés de l'animation volontaire. Dans les années 70, 80, 90, quand il fallait négocier la question des animateurs, c'était les fédérations qui étaient reconnues par l'État comme étant ceux qui allaient négocier l'organisation du travail des animateurs. Donc, c'était l'UFCV, la Ligue, etc., qui allaient négocier ce genre de truc. Donc, pour négocier le statut des animateurs, c'était votre employeur qui allait négocier pour vous. C'est quand même génial, quand même. Donc, vous comprenez tout de suite pourquoi, même encore aujourd'hui, dans le comité de filière de l'animation, il n'y a pas ou très peu de représentants des salariés. Sachant que le contrat d'engagement éducatif n'est pas un emploi salarié, puisqu'il est défini dans le Code de la famille et de l'action sociale, et non dans le Code du travail. Les premiers à l'avoir fait rentrer dans un droit commun, c'est un recours du syndicat Sud qui a fait casser une partie du CE qu'on militait au départ pour obtenir un jour de congé hebdomadaire et l'obligation normalement que vous ayez 8 heures de récupération entre deux prises de poste que vous ne prenez pas. Donc normalement, on doit vous décompter au nombre de jours à la fin du séjour qui doivent être rémunérés. Si vous n'avez pas votre jour de repos hebdomadaire et si on ne vous paye pas les repos compensateurs qui sont liés aux 8 heures de récupération de prise de poste que vous n'avez pas pris, vous avez l'obligation de le réclamer à votre employeur. Je ferme la parenthèse. Mais c'est le premier. Et alors, pourquoi Sud fait ça? Parce que Sud dit, nous basculons dans un monde qui est marchand, qui développe une industrie, avec des acteurs économiques, concurrentiels, qui vendent des produits, et nous restons à fonctionner sur des organisations qui sont liées à une époque où nous étions bénévoles et où personne ne gagnait d'argent. Et donc il dit, maintenant, que l'Europe se saisisse de ça et nous dise ce qu'on a à faire. Donc ils vont gagner en partie, mais on maintient le contrat d'engagement éducatif comme il est aujourd'hui, notamment parce que les organisateurs continuent à dire que sans le contrat d'engagement éducatif, le modèle n'est pas viable, etc., etc. J'ajoute aussi vite que je viens de dire ça, que s'il n'existait pas le contrat d'engagement éducatif, Eva Soleil, tout ce temps colo, Maison de Courcelles et autres, ne pourraient pas vivre. Et c'est le paradoxe de l'histoire. Le modèle économique des colos, puisque c'est un marché concurrentiel, fait que les gros profitent d'un dispositif qui permet aux petits d'exister. Plus on va durcir, renforcer, augmenter les coûts, mettre des charges, etc., sur le contrat d'engagement éducatif, plus les petits vont souffrir. Et plus ils vont disparaître. Mais en même temps, ils profitent aux plus gros qui continuent à mal payer leurs animateurs. Il y en a plein d'autres aussi qui payent leurs agents techniques en contrat d'engagement éducatif, leurs animateurs techniques qui n'ont pas le droit de faire en contrat d'engagement éducatif, ou qui payent des animateurs en classe de découverte en contrat d'engagement éducatif. Tout ça est illégal, mais ils le font, personne ne contrôle. Mais tout le modèle économique qui est à l'œuvre fait que si les petites structures veulent continuer à vivre, il faut impérativement que ce contrat reste ce qu'il est. Sinon, on ne peut pas vivre. Les petits ne peuvent pas vivre. Il est alors de rebasculer dans un fonctionnement qui est le bénévolat. Le bénévolat a un intérêt majeur, c'est qu'on ne dépend de personne. On fait ce qu'on veut, comme on veut, on est contrôlé par l'État, mais on ne dépend de personne. Ni de la vente, ni des clients, ni de la vie des clients, ni de l'État, ni de qui vous paye. C'est absolument génial. C'est pour ça, et c'est comme ça que les colos sont développés. Sauf que tout le monde est bénévole. Avec une difficulté, c'est que pour être bénévole, il faut avoir et le temps et l'argent à côté de le faire. Merci. L'étape intermédiaire donc de la petite asso ne peut tourner qu'avec un contrat d'engagement éducatif. Et le paradoxe, c'est que d'un côté, on se dit c'est quand même pas normal parce que les animateurs sont mal payés. C'est quand même pas terrible parce qu'en fait, on travaille beaucoup et la reconnaissance, elle est foireuse. Mais en même temps, sans ça, c'est pas possible de vivre. Et puis parce que les gros en profitent. Je laisse ça au débat, c'est un vrai sujet. Je suis pas sûr que tous les gens de Concolo soient d'accord sur le sujet, mais c'est un vrai
un vrai point particulier. Mais c'est le fruit de l'histoire des colos. Là où c'est particulièrement dérangeant, on va le dire comme ça, c'est le train qui est derrière. Le CE ou les annexes 24, là, elles naissent au moment où la SNCF publique fait payer pas cher les billets de train. C'est-à-dire que tout le monde fait effort. Tout le monde fait effort pour que les gamins partent en colo. L'État met de l'argent, il y a des aides à la pierre, on construit des bâtiments, on aide les fédés, on fait du personnel détaché, c'est-à-dire qu'il y a des gens, l'État paye des gens pour qu'ils aillent travailler dans les assos. Tout le monde fait effort. Puis on est au bout, là. Personne ne fait plus d'efforts. Sauf une catégorie, les animateurs. Et ça, s'en sortir, c'est pas si simple que ça, quoi. Mais c'est on ne peut pas ne pas regarder ça avec le fruit de l'histoire qui est la nôtre, quoi. Qu'est-ce qu'il y aura comme suite à ça ? Le mouvement libéral continue son œuvre, hein, et le mouvement libéral, qu'est-ce qu'il veut, lui, ce qu'il cherche, et il suffit d'écouter les discours des gouvernements successifs. Le modèle, c'est le modèle économique. Donc il faut des acteurs. L'État passe son temps à réclamer un seul et même acteur qui pourrait parler d'écolo, etc., etc. Il définit par l'existence de l'UCPA le modèle que lui entend comme étant celui d'écolo, hein, puisqu'il est, il n'est pas actionnaire, mais c'est lui qui dirige en partie l'UCPA et qui donne ses directives via l'ECA. C'est le modèle économique. On vend, on fait le truc avec un régime dérogatoire qui nous arrange bien, etc. Mais il y a plein d'autres modèles économiques de l'UCPA où il n'y a pas de régime dérogatoire. Quand ils font du stage sportif sur des périodes hors vacances scolaires, les gens sont payés en CDD. Hein. Donc en fait, c'est ce qu'ils font. Quand c'est des séjours adultes, les gens payent et les gens ne sont pas en CE dans les séjours adultes, ils n'ont pas le droit de l'être. Voilà. Donc le modèle économique que l'État défend, ça. Et l'autre modèle économique que l'État défend, c'est le bénévolat. Et le bénévolat, le synonyme du bénévolat au sens des libéraux, c'est l'engagement. Bénévolat et engagement, c'est le même terme. Donc on défend une idée de engagez-vous, soyez bénévole, faites des trucs, etc., etc. On renvoie à la charité. Le cas échéant, si vous voulez être bénévole et que vous avez de l'argent, vous allez chercher des financements privés. Donc c'est le mécénat. C'est les aides des entreprises, etc., etc. C'est ce modèle-là. Et là, on existe, mais tout le monde, enfin, il y a pas ou très peu de salaire, enfin, voilà, mais c'est le bénévolat. En tout cas, l'État ne veut pas être amené à financer des activités qui ne seraient pas rentables, etc., etc. C'est les discours qui sont post-Covid, hein. Les discours post-Covid, c'est le Covid permettra de réguler les marchés. Les colos en faisaient partie. Ceux qui sont pas assez forts vont crever. Il y en a pas qui sont morts. Et puis, le modèle économique. Et l'entre-deux, tout ce qu'on connaît, le petit, le moyen, on élimine. Les moyens gros qui sont trop gros et qui vont s'écrouler, des fois ils sont rachetés par le plus gros. Hein, ça a été le cas du CPA qui a racheté une série d'associations. Mais c'est le cas d'autres qui fusionnent les uns avec les autres, notamment dans les PD. Il y a des mestrates qui se fusionnent entre elles. Et puis il restera toujours, parce que l'histoire du colo est celle-là, il restera toujours les petites associations bénévoles. Le devenir d'une petite association bénévole, c'est une personne crée une asso. Elle va financer sur la bonne volonté, sur une idée, elle va créer une forme de séjour, ça va fonctionner, puis le jour où la personne va partir, l'asso va crever. Et une autre va naître à côté. C'est un peu triste, hein, mais c'est comme ça aussi que toute une partie des courants des assos, de l'histoire du mouvement pédagogique fonctionne. Il y a aujourd'hui en France plus aucune asso qui fait des colos, par exemple, colos coopératifs type Freinet, tout a crevé. Par contre, pendant très longtemps, ça a existé. Et ça permet, en fait, ils ont parfois écrit quelques bouquins, ça permet de ressortir des idées, etc. C'est la vie du monde associatif bénévole, en fait. Il n'y a pas de pérennité. Et le jour où ça meurt, on en crée une autre. Parfois, c'est la même personne, elle fait crever une asso, et puis elle en recrée une autre. Hein. Mais on n'en vit pas. Voilà. 1 heure ? Tout à fait. Il y a 5 minutes de questions, si vous voulez. Moi, je partage juste une remarque qui m'a guidé. Ça, c'est que tout à l'heure, on disait qu'on perdrait quelque chose si on faisait que de la colo locale, ancrée dans les territoires, qui ne mélange pas des publics géographiquement, etc. Donc, on comprend bien. Ce modèle-là est né avec la libéralisation, avec la capitalisation, transformation pro-SBI des colos. C'est-à-dire qu'il faut mélanger des publics géographiquement. Déjà, c'est l'idée qui vient, qui est
une baie politique et pédagogique, mais qui naît parce que on fait des colos des clients en fait. Alors, oui, sauf dans les comités d'entreprise. Il y avait déjà ça, mais ça rassemblait un public sur une base colo. D'être dans la même entreprise. Si on regarde la question de la mixité en colo, en fait, il y a peu de mixité en colo, sauf dans les comités d'entreprise. Michelin, qui est une énorme boîte, elle avait dans ses colos des enfants d'ouvriers et des enfants de cadres, des enfants qui venaient de Clermont, mais qui venaient aussi de La Roche-sur-Yon ou de je sais pas où, ils avaient des usines. Là, il y avait de la mixité géographique et sociale. Pour les entreprises plus petites, qui étaient locales, moi je suis un enfant du Nord, par exemple, la sidérurgie du Nord, c'était que des enfants du Nord, mais il y avait toutes les classes sociales qui partaient dans ces colos-là. Les colos municipales, elles étaient d'un seul et même endroit, et il y avait en général assez peu de mixité sociale, puisque si vous étiez enfant de Saint-Denis, en Saint-Denis, il n'y a que des pauvres. Donc c'était que des pauvres qui partaient. Bobigny, c'est que des pauvres qui partaient. T'as indiqué que dans les transformations, ça a enlevé aussi, tu l'as dit à plusieurs moments, par plein de mécanismes, ça a enlevé aussi de la mixité dans les équipes d'animation. Ouais. Est-ce qu'elle a existé à un moment, cette mixité? Enfin, on constate qu'aujourd'hui, il y a une segmentation, donc les animes choisissent le bénévole. Mais t'as dit quand même le bénévolat, faut avoir du temps et de l'argent pour le faire, ce qui est partiellement vrai, mais du coup, à l'époque où ça c'était une force, on tenait qu'avec du bénévolat, est-ce qu'il y avait vraiment une mixité sociale à l'époque dans les équipes? C'était de la classe moyenne, grosso modo. Et après, il y avait des mouvements qui étaient vraiment plutôt pour les classes favorisées, ce qui a été le cas du scoutisme, notamment dans les cadres, dans l'évolution des cadres. C'était plutôt la classe favorisée qui devenait cadre du scoutisme. Et puis les ouvriers, en fait, ils se barraient à 14 ans travailler, donc ils ne pouvaient pas être cadre du scoutisme. Et après, c'était beaucoup de réseaux, c'est-à-dire c'était dans les communes... on faisait monter les gens d'enfants à animateurs, on les formait. Il y avait quand même quelque chose dans cette idée d'une émancipation quand même, de prendre des responsabilités, de se construire. J'ai fait très court sur ça, mais la question, l'animateur, c'était quand même vécu comme on crée une espèce de forme d'élite, c'est-à-dire les enfants, les ados les plus charismatiques devenaient les animateurs en fait. Il y avait une espèce on cherchait les leaders de demain en fait. C'était ça que cherchaient les partis politiques, les églises, etc. Ils cherchaient le séminariste de demain, le futur maire de la ville. Donc ils créaient ce truc-là en fait. Donc c'était un type de population qui était ça. Et pendant très longtemps, les colos n'étaient pas toujours mixtes. Ou quand elles l'étaient, c'était quand même beaucoup des animateurs, peu d'animatrices. Et les animatrices, elles étaient exclusivement dans le maternel. Bah oui, hein, la maman, le papa, l'autorité, tout ça, non? Un peu ces raisonnements-là. Voilà, donc il y avait assez peu de... C'est pas hyper mélangé, les animateurs, ouais. La question du temps et de l'argent pour être bénévole, ça c'est par exemple le mouvement scout a été violenté par ce sujet-là dans les années 90 par exemple. Parce qu'il fallait travailler, parce que l'université, enfin l'augmentation du nombre de gens qui passaient à l'université demandait des travaux. Et en fait, comme le scoutisme c'est du bénévolat, notamment chez les Scouts et Guides de France, c'est moins vrai chez les Éclés, il y a eu des tentatives de financement. En fait, les gens devaient travailler, donc ils ont perdu beaucoup de gens en fait à ce moment-là. Et puis les étudiants qui n'étaient pas très bons aux épreuves de juin, il fallait qu'ils passent septembre. Donc, Je voulais ajouter une petite nuance à ce que tu dis. Le modèle économique des associations comme les petits employeurs, les professionnels et puis les établissements fonctionne qu'aussi grâce au bénévolat. En fait, dans la réalité, on n'a pas les moyens de payer toutes les heures de travail que nécessite l'organisation de polo. Donc, on se retrouve avec des conseils d'administration, le 6-15-45, qui débent un temps fou et qui font, quand on calcule, on l'avait fait il y a quelques années, je sais pas combien d'équivalents temps plein ça représentait. Du 3 000 femmes. Depuis l'école. Donc, en fait, même si on a conscience qu'on est dans un modèle quasiment en société parfois, avec un produit à vendre, etc., et à défendre, plus qu'à vendre d'ailleurs, enfin c'est pareil. Et on a quand même, en plus, un modèle qui tient aussi grâce au bénévolat. Que c'est en bénévolat, c'est ça. Et c'est ça qui est ensuite mis en avant, c'est assez drôle.
On voit ça régulièrement sur l'engagement des jeunes, par exemple, dans le monde associatif. Alors, c'est vrai pour les conseils d'administration. On retrouve ça par exemple à Courcelles où il y a une fonction extrêmement importante où on passe d'enfants à animateurs, on monte au conseil d'administration, au conseil de maison, dans des structures qui permettent de décider, mais il y a un élément qui est absolument majeur et que le CE nivelle complètement, qui est la question d'avoir accès à la gouvernance associative. Donc ça, c'est un vrai enjeu démocratique. C'est hyper valorisé dans le monde du travail. On dirait, ah oui, l'engagement des jeunes, il faut qu'ils s'engagent, qu'ils découvrent le monde associatif, etc. Ça développe des soft skills. Bon, tout ça, c'est repris. Sauf qu'en fait, c'est du travail gratuit qui n'a pas de valeur. À part les gens de l'association qui savent quelle valeur ça a. Enfin, vous dites 3000 heures, enfin, voilà, mais ça n'a pas de valeur comme si c'était marchandisable comme tout le reste, en fait. C'est pareil chez les scouts. D'ailleurs, ils ont fait une campagne sur le sujet, les scouts, que j'ai trouvé assez maladroite. Mais en fait, c'est ça. Et on est sur un modèle qui ne tient que parce qu'il y a ça. Sauf que derrière, on appelle ça de l'engagement. Et quand les jeunesses, en fait, s'engagent à Eva Soleil ou ailleurs, on leur dit c'est pas du bon engagement. Le bon engagement, c'est le service civique, c'est le SNU. En fait, l'État a défini des parcours qui sont du bon engagement et Eva Soleil n'en est pas. Et je dis ça parce que derrière, il n'y a pas la valorisation qui fait que, en fait, cet engagement, il devrait par exemple donner, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais des points pour la retraite si on était dans une retraite à points, ou on devrait donner accès à... Ça avait été un peu le cas avec le compte d'engagement, mais ça marchait pas. Donner quelque chose qui fait que les jeunesses, elles sont reconnues comme étant des acteurs majeurs de la société, dans l'équilibre absolument nécessaire de notre société. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui était quand même le cas antérieurement. On était quelqu'un quand on était animateur de colo. Voilà. Aujourd'hui, aux animateurs de colo, c'est bon, t'as un job d'été, quoi. Enfin, un job d'été, vas-y, colle-le-toi le job d'été. Voilà, et ça, en fait, ça dit quelque chose, en fait, voilà, et quand moi j'ai travaillé avec Courcelles sur la valorisation, par exemple, de l'engagement des jeunes à Courcelles. Alors des gens sont là, on est ça, ah oui, c'est formidable ce que vous faites, ah oui, mais comment vous faites pour avoir des jeunes? Et en fait, on leur explique un truc très simple, c'est que les grosses associations, les jeunes qui viennent s'engagent, vous mettent du temps, etc. Ils veulent bien y mettre du temps s'il y a du sens, s'il y a un intérêt, s'ils y apprennent quelque chose, s'ils y rencontrent du monde, si c'est sympa, si on boit des coups, enfin, il y a la question convivialité. Et surtout, s'ils ont accès à la gouvernance. Parce que c'est un vrai problème démocratique. Il y a plein d'assauts où vous n'avez jamais accès à la gouvernance. Et le CEE devrait être corrélé à l'accès à la gouvernance. Moi, je pense qu'il y a une réforme profonde à faire, qui est que dans toute association qui a des CEE, il devrait y avoir impérativement des gens dans le conseil d'administration et dans le comité de gestion directe, des gens qui sont en CEE et qui disent, en fait, qui viennent à dire quelque chose, et que ça, il y a un fonctionnement démocratique qui fait qu'ils ont accès à la gouvernance. Sinon, ça ne rime à rien. Ça devrait être le corollaire. Vous êtes moins payé, vous êtes engagé, mais vous avez accès à la gouvernance. Là, en l'occurrence, vous êtes moins payé, vous avez accès à rien, et en plus, vous n'avez même pas accès à la gouvernance. C'est des gens qui ont 18 fois votre salaire, pas 18 fois, 150 fois votre salaire, qui décident que vous serez payé ça. Il y a un truc... Donc, c'est vrai que le CE, c'est un objet à manier avec un petit précaution, mais il faut dénoncer les animateurs mal payés, parce que d'abord, en mal payant les animateurs, on se retire un certain nombre de gens. Il y a des gens qui ne vont pas accepter de travailler dans l'animation parce que c'est trop mal payé. Mais il y a un seuil critique qui fait qu'à un moment donné, ça déséquilibre, et ça déséquilibre surtout les petits. Et ça serait problématique. Là... Et l'animation n'a pas accès, je vois Quentin, mais il y a des assos qui ont accès au volontariat, par exemple. Ça a été le cas sur Emmaüs, qui a défini un statut particulier pour les compagnons d'Emmaüs, qui est un peu bancal aujourd'hui, mais des assos qui ont accès au volontariat. Et l'animation ne peut pas avoir accès à cette forme d'action-là. Il y a des gens qui ont milité pendant très longtemps sur l'accès au volontariat. Mais ça pose d'autres questions. Encore une fois, il y a des volontariats où on a accès à la gouvernance, on a accès à la vie de l'association, on est intégré, etc. Et puis d'autres où on est volontaire, vous êtes le pipi d'oiseau qui n'est pas écouté, quoi. Voilà. Donc ça dépend beaucoup des cercles associatifs. Je sais pas que j'ouvre parce qu'il y a un autre débat, mais tu finis en disant Mulet, il restera toujours les petites assos, pas de pérennité, on n'en vit pas. Peut-être c'est ton point de vue, enfin avoir un point de vue personnel là-dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contradictoire à demander un modèle économique qui peut faire vivre des assos qui sont un petit peu contestataires? Enfin, je veux dire,
il y a un truc qui peut pas marcher, enfin, quelque part. Enfin, c'est-à-dire que tu peux pas vouloir faire vivre des espaces un peu libertaires et le faire financer par un État libéral. Enfin, il y a un truc qui peut pas exister, si. Enfin, ou dans des arrangements permanents tu grattes des marches, enfin, Il y a un peu de ça, mais il y a aussi un autre élément qui moi est pour moi vraiment le nerf de la guerre, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. La colo traditionnelle, elle ne répond pas aujourd'hui à une quantité incroyable d'enfants qui n'ont pas accès à des vacances collectives hors de du domicile parental, etc. Et ce que font les petites associations, c'est de développer une possibilité à ces gens d'avoir accès à ça, d'avoir accès à des espaces où, peut-être pour la première fois de leur vie, ils ne sont pas ce à quoi on les a assignés dès le départ. Pauvres, handicapés, etc. Et ça, en fait, pour moi, ça relève d'une politique publique. Il n'est pas normal que l'État considère que seule une frange de gens argentés ou semi-argentés ou aidés ou parce qu'en fait les très très pauvres ils ont accès aux vacances, les très très pauvres ils ont accès aux vacances un peu difficilement, mais ils ont notamment par les communes, hein, c'est eux qui vont les emmener. Mais les sans-papiers, les Roms, les gens en situation de handicap, une partie des gens qui sont issus de migration, les vulnérables n'ont pas accès à ça. Et là il y a pour moi une mission absolue de politique publique. Alors nous sommes marginaux parce que nous accueillons des gens marginaux. Mais le jour où nous ne pouvons plus les accueillir, ils iront nulle part. Et la solidarité, ça c'est la leçon de Vitacolo, la solidarité ne peut pas être portée par les acteurs du monde associatif. Les péréquations, je fais payer trois fois le prix aux riches et gratuit aux... En fait, ça marche pas. La solidarité, elle est portée par l'État, ou les collectivités, ou autre chose, ou un fonds commun, ou un fonds co-géré, ou une sécu d'écolo, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est là où en fait moi je milite là-dessus. Et je redis, pour moi, l'écolo, c'est une politique publique dès lors qu'on est capable de définir la finalité de la politique publique. Et pour moi, la finalité de la politique publique, c'est que l'État doit garantir à tous les enfants français au moins 15 jours par an pour tous les enfants d'un endroit où ils se sentent bien, sûr, reçu par des gens qui ont envie de le voir, loin des parents, ou hors de la présence des parents, ou avec les parents, mais pas tout le temps. Donc ça laisse des marges. Et que ça, c'est un enjeu de politique publique. Pas un droit aux vacances. Voilà, pour préciser mon point de vue personnel là-dessus. Après, je pense que cette interdépendance entre les vies d'associations contestataires et l'État, il faut éviter. On en est tous plus ou moins conscients parce que, par exemple, dans la liste des propositions, on n'a pas écrit qui les comme tue les assos, quoi. Parce qu'on sait que c'est pas ça qui représente le sujet, ou alors ça va juste transformer l'assaut en soit un sucré, soit dans ça. Oui, puis je trouve qu'il y a, on peut pas retirer qu'il y a quelque chose d'important dans le bénévolat, l'action que je fais librement, le choix que je fais. Parce que je rappelle quand même que normalement l'engagement c'est quelque chose qu'on a librement choisi, sans contrainte, et dans lequel on s'est engagé et dans lequel on peut se dégager librement et sans contrainte. Voilà. Donc moi j'ai fait le choix de venir ici, je l'ai fait librement et sans contrainte, voilà, j'ai payé mon billet de train, je suis content qu'on me paye ma bouffe, enfin s'il fallait que je paye ma bouffe, j'aurais payé ma bouffe. C'est OK. C'est du bénévolat ça. Voilà. Et ça n'a de sens que, moi je trouve que ça n'a de sens que parce que les autres qui sont dans la même salle, ils ont fait un peu cet engagement-là, ça nous a fait, c'est compliqué de venir, il y en a qui n'ont pas dormi. Bon voilà, c'est à ce sens-là en fait. Si on est salarié, c'est déjà plus la même chose. C'est déjà plus la même chose. Donc il y a quand même quelque chose de positif là-dedans, il y a quand même quelque chose qui nous est propre. On le fait parce qu'on y croit. Voilà. Moi je suis salarié, je suis même fonctionnaire, donc c'est l'enfer. Non, c'est pas vrai.
Mais j'ai été salarié d'association où je partageais pas que les valeurs de l'association, mais je les représentais, j'étais salarié, voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Pas tout à fait la même chose. Donc il y a quand même quelque chose d'important dans le monde associatif, dans cette richesse-là, mais moi je trouve que, et notamment pour les jeunes, quand je dis il faut du temps et de l'argent, c'est la question de la jeunesse en fait. C'est les jeunesses aujourd'hui n'ont plus le temps et l'argent d'être, sauf quelques-uns, d'ailleurs ils ne sont pas bénévoles ceux-là, de s'engager dans des assos, d'avoir le temps de le faire, voilà. Il y a un truc qui fait que... Et puis ils n'ont pas accès à la gouvernance, donc ils n'ont aucun intérêt de venir, donc tout va bien, merci, au revoir, quoi. Donc t'es issu de positif, comme tu faut qu'on... L'aspect démocratique, enfin, disons comme ça, d'une structure peut-être associative, permet quand même en gros, de se dire, bon voilà, on se retrouve pour un détour d'une idée, faire partir des gamins en colo, la faire vivre dans un espace, pas du, n'importe, tu crées un projet, quoi. Et puis après, donc, t'as une charge de travail, il faut communiquer, il faut inscrire, il y a l'apport au téléphone, il faut... Et donc, le collectif dans lequel tu te trouves, des 10-15 personnes, ce qui est pour notre cas, le fait, voilà, qui s'y colle, quoi, qui a le temps, qui veut bien toucher un salaire qu'on pourra le faire. Et nous, par exemple, payer ma salaire, très clairement, moi, si quelqu'un veut prendre ma place, il peut la prendre, aucun problème. J'ai pas besoin d'avoir un statut privilégié parce que je suis salarié. C'est plus, ça devient compliqué quand, comme tu dis, il n'y a plus cette liberté de pouvoir discuter de ça, de qui va où et comment on s'engage. Un salarié dans une association comme la Soleil, et que c'est un peu pareil, qui est empêché, pour moi, il est empêché aussi de la même façon. Il ne doit pas te du bois car plus en salaire. C'est juste une organisation autour d'un collectif qui dit, bon, est-ce qu'on fait un salaire, deux salaires, trois salaires, est-ce qu'on est tous bénévoles et il n'y a plus personne qui a le week-end, ou est-ce qu'on dit, bon, voilà, ça te dérange pas, tu fais rien, on rentre. Si ça te dérange pas, on paye et puis tu le fais, etc. C'est plus une organisation comme ça. Et quand c'est comme ça, le modèle économique, il est partagé par tous ceux qui veulent, en fait, tous ceux qui s'intéressent au sujet. Que ce soit les animateurs, de la vie, c'est essentiel que les animateurs doivent participer au sujet, mais les gens aussi, les familles, et puis tous ceux qui sont intéressés par monsieur. Je pense que... Et ça différencie vraiment certaines des associations ou des organismes. Il y a une histoire d'échelle sur le salariat, et il y a une histoire dans votre fonctionnement, quelqu'un qui aura envie juste de bricoler, il peut venir. Quand tu es salarié et que tu as une fiche de poste, tu peux pas venir juste pour bricoler. Toi, c'est un peu là-dessus que je mets. Mais effectivement, et toute la richesse de l'engagement, c'est ça. Si tu as envie juste de venir tondre des pelouses, tu peux venir tondre des pelouses, en fait. T'es pas obligé de faire de l'animation, t'es pas obligé de faire des trucs, je sais pas quoi, de la gestion du téléphone. Tu peux juste venir tondre une pelouse. Voilà. Top bêtise. Moi, j'étais à l'heure. Merci Jean-Michel.